Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui on va parler de Phil Spector, du mur de son, etc. Exactement. Alors c'est toi qui as lancé un peu le thème, hein, on va pas se mentir. Ouais, en fait je t'ai parlé un peu de ça, on s'est dit qu'on ferait bien une vidéo sur lui, et puis que comme c'est moi qui ai fait la vidéo, on verrait bien ta réaction un peu à ça, et donc du coup on fait ce podcast notamment pour ça, et approfondir un peu les choses que j'ai pas trop approfondies dans la vidéo aussi. Alors c'est pas parce que c'est toi qui as fait la vidéo, mais franchement la vidéo, j'ai adoré moi. Bah cool, content que tu aimais. Déjà, elle dure quand même quelques minutes cette vidéo. Je ne sais pas dire le temps exact. Elle dure à peu près 8 minutes, je crois. Ouais, et ben moi ça m'a paru 30 secondes. Hein. C'est déjà bon signe. ouais, mais c'est aussi la prochaine fois je la ferai plus longue du coup. Mais oui, tu racontes ça un peu comme une histoire, c'est super sympa. Je vous invite tous à aller l'écouter d'ailleurs. Et donc, Phil Spector quand même, quelle vie de dingue. Ouais, c'était un beau malade, ouais. C'était un beau malade. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais niveau musical déjà. Bah, il a une grosse influence sur la façon dont on traite le son en fait de façon actuelle quoi. Ouais, maintenant, moi j'ai quand même cette impression qu'il était là au bon moment, quand il fallait. Enfin, tu vois Alors c'est clair que lui, il a vécu dans une époque où déjà c'était assez facile d'accéder à ce genre de domaine, parce que c'était en pleine expansion, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait beaucoup de choses, et lui il est vraiment tombé très vite, c'est-à-dire à 20 ans il travaillait déjà dans un studio pro, un gros studio quoi, ce qui maintenant est vraiment, ça serait vraiment difficile de faire ça à l'heure actuelle quoi. Mais c'était l'époque où tu commençais comme assistant, où tu faisais le café d'abord, et puis... Exact, mais ce qui est assez marrant c'est que lui il a très vite commencé à apprendre des choses vraiment du métier, et il a vraiment très vite touché à tout en fait, c'est-à-dire qu'à 22 ans il produisait déjà son premier groupe. Ouais, donc, mais peut-être que c'était aussi parce qu'il était doué, simplement. Bah, je pense que c'était notamment ça, ouais. Parce que moi, j'ai encore connu la fade, cette époque des assistants, etc. J'ai notamment été dans un méga gros studio ici en Belgique, qui est à WM, là, où c'était toujours un peu comme ça. Il y avait l'assistant, l'ingénieur son attitré. Ouais. Et alors, j'avais rencontré notamment un des ingénieurs du son attitré, qui était le plus jeune ingénieur du son attitré de là-bas, qui me racontait son histoire. En fait, lui, il a pratiquement pas fait assistant. Et ils ont vite découvert qu'il était hyper doué. Ouais. Et du coup, il a vite brûlé toutes les étapes, en fait. Ah, ok. Ouais. Bah, en fait, évidemment, quand tu montres que tu sais faire, bah, ça va plus vite pour commencer à faire quelque chose, c'est clair. Mais en vrai, cette époque d'assistant qui fait le café et tout, j'ai l'impression que c'est un peu révolu maintenant. Enfin, moi, je suis pas trop passé par là. Non, ici, t'as vite commencé à travailler. Bah, ici, j'ai commencé direct, mais même dans mes stages et tout, en général, l'ingénieur du son me prenait plus à côté de lui, il m'expliquait beaucoup de choses, il me laissait faire des choses, etc. Ce que je pense aurait été assez impensable à l'époque. En général, tu faisais que regarder. Tu regardes et tu fermes ta gueule. Et voilà, c'est ça. Et moi, là, je pouvais poser des questions et tout, même au niveau de mes stages, quoi. Donc, c'est même pas. J'avais zéro expérience quand je faisais mes stages et ils essayaient quand même de m'apprendre des trucs. Donc, je pense qu'ils ont quand même été beaucoup. Peut-être qu'eux, ils ont vécu ça et qu'ils n'ont pas envie de le faire revivre aux autres, tu vois. Donc, voilà. Ouais, parce qu'il y a un côté aussi. Moi, je trouve que c'est un côté aussi très marche ou crève, quoi, en fait. Tu vois, ce côté. Assistant va faire le café et puis un peu esclavagiste aussi. Ah, carrément, ouais. Moi, j'ai des profs qui me racontaient qu'ils faisaient vraiment tout ce que l'ingénieur de son ne voulait pas faire, c'était pour leur gueule, quoi. En même temps, pour moi, c'est un peu dans l'ordre des choses encore maintenant que c'est les derniers arrivés qui font les trucs un peu moins marrants, c'est normal. Oui. Tu vois, mais si c'est vraiment à chaque fois, il y a un truc un peu chiant, c'est toi qui te le tapes. Mais je suis sûr que t'as des boîtes d'assurance où c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Oui, très probablement, très très probablement. Enfin bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais... Pas qu'un peu. Et donc ce bon vieux Phil, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous invente des trucs. En fait, c'est pas qu'il invente. En fait, il reprend des techniques qu'il a apprises et il les combine d'une certaine façon pour faire un truc un peu nouveau, en fait. Bon, alors tirons un peu concrètement les techniques qu'il a. Explique-moi un peu. Enfin, je les connais. Hein, mais... déjà, en gros, lui, ce qu'il a inventé, c'est ce qu'on appelle le mur de son. Et en fait, c'est exactement ce que ça dit. Ce qu'il voulait, c'est que ça fasse comme un mur pour les systèmes d'écoute de l'époque. Donc lui, ce qu'il visait surtout, c'était la radio et les karaokés. Les jukebox. Les jukebox, ouais. Les jukebox. Donc les karaokés, c'est autre chose. Donc lui, ce qu'il visait, c'était surtout des systèmes monophoniques, donc à l'époque. Et ce qu'il voulait, c'est que ça sonne vraiment très bien sur ces supports-là. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris du layering et il a pris ça. Il y avait la technique de mettre de l'écho, donc de la reverb via les echo chambers. Il a pris ça. Il y avait la technique d'enregistrement d'un orchestre et il a repris ça. Et Attends, juste, parce que moi, je voudrais repointer un peu ce truc de l'orchestre. En fait, si tout le monde voit ce que c'est un orchestre symphonique, donc à la place d'avoir un violon, une trompette, une contrebasse, un alto, etc.,
en fait, dans l'orchestre symphonique, tout est multiplié. C'est ça, Donc, il y a 10 violons, enfin, tout est multiplié comme ça. exact, ouais. Ce qui donne cette impression de gros son de symphonique, quoi. Exactement. Et lui, il s'est inspiré de ça, finalement, C'est exactement pour ça la qu'il musique cherchait. pop. Donc, C'est ça, il voilà. doublait les sons de batterie, il doublait les sons de basse, les sons de guitare, surtout les guitares. En fait, il multipliait les instruments qui jouaient donc à l'unisson, donc qui jouaient la même chose avec la même tonalité, etc. Il faisait beaucoup ça avec les guitares, en effet, vu qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guitares dans les sons et tout. Et à côté de ça, il faisait aussi du vrai layering. Genre, souvent le piano de Phil Spector, c'est un piano qui est layeré avec un piano électrique, qui est layeré avec un clavecin. Il a fait ça dans beaucoup de ses productions. Ouais, on fait beaucoup ça à l'heure Et actuelle. là, hein. voilà, ça c'est vraiment du layering comme on le ferait vraiment maintenant, quoi. Ouais. Et lui, il faisait déjà ça à l'époque. Donc il faisait vraiment deux types de layering, quoi. Du layering un peu orchestre en multipliant les pistes de la même chose, Ouais. et en même temps du vrai layering pour vraiment occuper l'espace sonore, quoi. D'ailleurs, un des gros restes de ça, et vous pouvez trouver plein de tutos sur Internet. Même moi, quand j'ai commencé, c'est un des premiers conseils que j'ai récupéré. Il n'y avait pas encore Internet à l'époque. C'était pour avoir un plus gros son. Si tu enregistres par exemple une guitare acoustique, bah, tu l'enregistres 2 fois, 3 fois, 4 fois et tu les superposes. C'est ça. Et moi, j'en ai usé et abusé Bah de ouais, toutes mais ces techniques. en vrai, alors maintenant, ça se fait de moins en moins parce qu'on essaie d'avoir plus de place pour les voix, etc. Donc les instrumentales sont de plus en plus stripped down. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut layerer les voix de nos jours? Ah oui, les voix, par contre, elles sont layerées un maximum. Il y a Parce vraiment que il y a 20-40 pistes de voix sur chaque prod, il y a- c'est terrible. C'est hallucinant le nombre de pistes de voix sur toutes les prods qu'il y a. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, en fait. Bah non, parce qu'en fait, comme c'est du layering, à proprement parler, ça prend beaucoup de place, mais on se rend pas compte de ce qui prend de la place, en fait. C'est vraiment... on a vraiment l'impression que c'est un seul bloc compact, alors qu'en fait, c'est plein de pistes de voix qui sont superposées l'une sur l'autre, quoi. D'ailleurs, c'est souvent, moi, ce que je donne comme conseil quand on avait des stagiaires ici, c'est en fait la différence entre une démo et un produit fini, c'est justement toutes ces petites différences de prod là. Par exemple, dans les démos, souvent on enregistre une seule voix, alors qu'en en fait, dans une vraie prod, tu as plein de voix dans tous les sens, Tout à fait. des doublages, des tierces, des quintes, des quartes, Ouais. des octaves même dans les voix. T'as des réponses, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Et ce genre de trucs-là, au niveau des voix par exemple, et plus dans la musique, c'est justement le niveau layering, etc. Ouais. Quoique, comme tu disais, de nos jours, quand même, maintenant, on est plutôt à la musique minimaliste. Ouais, on le fait maintenant. Enfin, par exemple, un beat trap, il va pas y avoir 10 000 pistes, tu vois. Oui, en même temps, quand tu fais le nombre de pistes de Charlet. Ouais, alors le Charles, voilà, il y a quelques trucs, mais c'est vrai que ça se fait moins. Alors moi, à l'époque, quand j'ai appris, ça se faisait toujours, mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on dupliquait les pistes et qu'on les décalait un petit peu. Mais moi, j'ai jamais été l'une fan, avec je trouve l'autre. que ça fait trop un effet un peu flanger, là, comme ça. Alors moi, je trouve que ça marche bien dans certains contextes. Voilà, Donc, avec les voix, ça. ça marche Pas du tout. Par contre, avec les guitares électriques, donc vraiment distorsionnées, Ouais. là, ça marche de fou. Ça Ah marche ouais. super bien. T'en mets une à gauche, une à droite, tu décales un peu, Mhm. et ça fait vraiment un très gros son, quoi. Et ça Mhm. se fait toujours maintenant, à l'heure actuelle. Alors que Mais maintenant, moi, c'est je vraiment un préfère la truc que je technique où ferais tu peut-être pas, quoi. enregistres 2 fois que la technique où tu Ouais, décales. mais c'est pour gagner du temps, etc., quoi, vu que la technologie le permet. Mais par contre, un truc que moi je fais systématiquement dans mes prods, mes produits finis, je vais appeler ça comme ça, quand j'ai 3 refrains qui chantent la même chose, quasi systématiquement, je prends le deuxième, le troisième, je le mets en dessous du Tu les du superposes premier, l'un sur l'autre, quoi. ainsi de suite pour le deuxième et le troisième. Donc évidemment, et le niveau est vachement plus bas pour les Pour les les secondes doublages. voix. Mhm. mais ça donne un côté vachement plus gros pour les refrains, Tout à fait. et on les entend pas en fait. Bah non, ça s'entend pas, Ça vu sent- que c'est si presque tu dis pas à exactement la quelqu'un chose. ça a été doublé, il n'entend pas. Maintenant, tu mutes les pistes, t'es sûr que tu entends la différence. hein. Exactement, ouais. Bah ça prend beaucoup moins de place tout de suite, et voilà. Mais ça, c'est vraiment l'approche très moderne du truc. Et au niveau des voix, c'est vraiment ça qu'on va faire. Et ce qu'il y a aussi, c'est que maintenant, de plus en plus, les instruments virtuels, ils sont déjà layerés à l'intérieur de l'instrument, tu vois. Ah oui, j'allais le dire justement parce que souvent les gens me disent mais pourquoi tu fais autant de layering? Et moi, ça m'arrive souvent même d'aller choper les différentes couches des VST, de les séparer, Ouais, les splitter pour pouvoir mieux les jaucher Ouais, c'est ça, pour dans pouvoir le le mix mettre après. vraiment toi Et, comme et tu tu veux, sais quoi. quoi, ça m'arrive maintenant encore plus maintenant que j'essaye d'épurer, même de carrément supprimer des couches Ouais. qui m'intéressent pas en fait dans le son lui-même. Exactement, parce que du coup, en fait, on va vraiment vers des sons qui sont déjà prêts à l'emploi.
Ouais. pour que les gens puissent aller plus Plus vite vite. Voilà. et que même les amateurs puissent le faire plus Mhm. facilement en fait. Et du coup, c'est vrai que cette mode du layering, elle est en train d'un peu de s'essouffler parce que c'est déjà layeré, sauf sur les WoW où tu es obligé de le faire toi-même. Mhm. Et en effet, maintenant, vu qu'on va vers du minimalisme, comme tu dis, il y a peut-être des gens qui vont commencer à enlever des couches de layering dans les instruments virtuels. Alors, moi, ça m'arrive très souvent ça maintenant. peut vraiment arriver, ouais. Je retrie en fait dans toutes les couches de. Ça m'arrive, je lance une prod et à mi-chemin, quand déjà ça commence à bien sonner, je vais rouvrir tous les VST. J'enlève déjà toutes les reverbs d'origine aussi, moi, je fais ça. Ouais, parce que en vrai, ça, c'est un vrai type parce que c'est mieux d'aller choisir soi-même sa propre reverb et de le mettre sur l'entièreté de la chanson, Voilà. qui est une unité De dans reverb, la ouais. chanson, que d'aller chercher, de reprendre les reverbs qui sont déjà là et de Ouais. mélanger plein de reverbs. Ça fait une vieille Donc moi, boule je commence dégueulasse, par ça. Je désactive toutes les reverbs. Je vais checker toutes les couches de layering interne à chaque VST. Je réexporte celles qui m'intéressent en séparé. Et je back toutes celles qui m'intéressent pas, en fait. Ouais. Et déjà, ça donne un son déjà vachement plus... Plus comme tu le souhaites, certainement. Ouais, mais en tout cas, Plus propre, quoi. plus propre, voilà. Ouais, c'est ça. carrément, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et Donc, du coup, en fait, on fait un peu l'effet inverse de ce que voulait faire Phil Spector, en fait, finalement. C'est vraiment, on va Oui, vers, non, on parce va que- vers l'opposé, quoi. Non, parce que finalement, moi, je fais du layering quand même, parce que je vais souvent comme layerer avec plusieurs instruments, jusque dans le layering du layering. Voilà, c'est ça. Eh ben, parce que lui, il n'y avait pas de layering dans ses synthés. D'ailleurs, un des trucs, c'est à l'époque, dans le Moog, c'était un son. Ouais, Et, ils voulais un passaient- son et par son, même, quoi. ils ont pris, à mon avis, ils ont pris pas. Enfin, moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si ce que je veux dire est juste, mais j'ai l'impression que layerer les synthés, c'est venu plus tard. Moi, de ce que je sais, je dirais que oui. C'est certainement arrivé dans les années 80, quand vraiment les synthés, c'est devenu très Ouais, à populaire. mon avis, ouais. Parce qu'à l'époque, Avec le MIDI et tout ça, quoi. ouais, à l'époque, c'était pas si populaire que ça, les synthés. Donc le Moog existe depuis assez longtemps, ça a commencé dans les années 70, je crois. pense de mémoire même que un c'est peu les avant. Beatles qui ont enregistré la première fois du Moog. C'est fort possible. Robert Moog, il est... C'est Harrison, je crois, qui était Pas tout pote jeune. avec. ça me le mec paraît de- même de- très probable, parce que de George Moog. Harrison, il aimait bien les trucs un peu bizarres comme Ouais. ça, genre les synthés, les trucs indiens, tout ça, c'était vraiment son délire. Et donc ça me paraît assez Il me semble là, cohérent, que quoi. j'ai entendu ça quelque part. Ouais, mais tout à fait. Mais Robert Moog, moi, ça me parle années 60-70. Vraiment, Mm. je pense que c'est là qu'il a vraiment inventé les premiers synthés Moog. Parce qu'il faut donc pas oublier que ouais. les premiers vrais synthés, c'était les orgues Hammond et tout ça avant. C'est ça, tout à fait. En fait, c'est ça qui a débuté les carrières de clavéristes Ouais, dans les exactement. groupes, quoi. Exactement. Ouais. Et même dans la musique, finalement. Oui. Il n'y avait pas de clavier avant. Non, c'est vraiment né avec l'orgamon qu'on a passé dans un Ouais. ampli. C'est vraiment comme ça qu'on a Et commencé. puis tous ces machins-là, les Moog et tout ce bazar-là qui se sont développés. Exactement. Et à côté de ça, bon, il y a eu des trucs un peu space comme. C'est comment que ça s'appelait encore le truc que les Beatles utilisaient beaucoup avec les samples là. Le Mellotron. Ah, le Mellotron. Ouais, en fait, à la base, le Mellotron, c'est pas vraiment. Ils ont fait une utilisation assez originale de ça, les Beatles, parce qu'à la base, il est déjà fourni avec des samples de base. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout enlevé et qu'ils ont mis leur propre sample à eux, tu vois. Ouais, mais c'est des Donc, à la bandes base, à c'est l'intérieur, non? Ouais, pas c'est ça, c'est l'histoire. des bandes, exactement. Ouais. Mais c'est des bandes, normalement, c'est pas des. C'est pas interchangeable, quoi, normalement. Voilà, c'est pas censé pouvoir être pensé comme ça, mais eux, ils ont vraiment démonté le truc, ils ont enlevé les bandes et Ils ont les mis ont la barre à remplacées, eux, quoi. quoi. Voilà. Ce qui fait un peu l'ancêtre du sampler, en fait, finalement. Ça, Ah, ben c'est eux qui ont inventé le truc, quoi. Ouais, en carrément. gros. Enfin, eux. L'équipe qui C'est travaillait. ouais, exact. Mais les Beatles ont inventé beaucoup de choses quand ils étaient à l'Abbey Road, énormément de choses. Ouais, en même temps, ils avaient le temps, pour expérimenter plein de trucs. Ouais, surtout ils voulaient l'argent. plus faire de live, alors du coup, ils se sont renfermés là et ils ont fait que ça pendant 2 ans, quoi. Donc Ouais. il y avait de quoi essayer des trucs, quoi. Et si on rebondissait sur le fameux album que Phil Spector des Beatles. Ouais, du coup, ils ont. Du coup, en fait, quand ils se sont séparés, ils avaient enregistré Let It Be juste avant de se séparer. Et donc, l'album, il est sorti après leur séparation. Ouais, mais alors, il faut savoir qu'en fait, il était insortable, en fait, cet album. En fait, les prises de son et tout, elles étaient pas bien, elles étaient dégueulasses. Et comme ils s'étaient séparés, Ils voulaient plus le refaire, quoi. Ils allaient pas s'amuser à le refaire. Donc, ce qu'ils ont fait pour pouvoir sortir le projet quand même et à ramasser un max de thunes, évidemment, Mais c'est eux ou c'est la maison de prod? C'est pas. C'est probablement les deux, honnêtement. Eux je aussi, pense parce pas que- qu'ils aient craché sur le fait de recevoir de la thune pour leur album, leur dernier album, hein, Ouais, tu tu crois? à mon avis. Mais surtout que c'est un peu en collaboration avec la maison de disques qu'ils ont décidé de le filer à Phil Spector, tu vois. Voilà, donc on C'est- revient à notre sujet de départ. Ouais, exactement, voilà. Et donc c'est Phil parti de- Spector qui a Qui s'est mixé, occupé, et pas que, En fait, il a reproduit Let It Be, en fait. Et pas c'est un que, peu ça qui enfin, s'est passé. tout l'album, quoi. Ouais, l'album Let It Be, en fait. Ouais. Pas la chanson Let It Be, Ouais. l'album entier Let It Be. Et donc il a même réenregistré des trucs et tout. Hein. Exactement, donc ce qu'il a fait, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'overdubbing. Donc il a pris les trucs de base et il a rajouté des choses par-dessus.
Il a même réarrangé quelques trucs à gauche à droite, genre il y a des chansons où il a découpé dans les bandes, En des trucs fait, comme ça, c'était quoi. un des premiers vrais réals, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment Un vrai travail de réal, quoi. exactement, un vrai travail de direction artistique, de Ouais. réalisation et de production musicale finalement. Et à l'époque, Paul McCartney, il n'était pas très content de ça parce qu'il avait l'impression que c'était plus son matériel d'origine et du coup, il n'était pas très fan. Alors, c'est quand même sorti comme ça, hein, parce qu'il Mhm. faut quand même pas déconner, on l'a fait une fois, on va pas le faire 32 fois. Déjà que c'est même plus un vrai groupe, les Beatles, donc bon, voilà. Et par contre, John Lennon et George Harrison, eux, ont beaucoup aimé le travail de Phil Spector et ils ont continué à travailler avec lui. Notamment, George Harrison, il a continué assez longtemps dans ses lives un peu avec de musique indienne et tout ça, à l'inspiration indienne, il était souvent avec Phil Spector. Ah oui, ça je ne savais pas. John Lennon, je savais. Mais... John Lennon sur l'album Imagine. Ouais, puis il est décédé, donc il a pas Alors vraiment Imagine pu, que j'adore, mais j'adore cette chanson. Mais par contre, moi je trouve qu'elle sonne vraiment merdique cette chanson, hein, au niveau son. Ouais, je crois que c'est Phil Spector qui l'a produite, hein, je pense. Hein, je suis pas Maintenant, certain. Non, il a coproduit. Alors, il n'était pas tout seul, mais il a travaillé dessus, ça je sais. maintenant, on va pas se mentir, on a été réécouter des trucs de l'époque. Alors évidemment que c'est sur le système d'écoute de maintenant, que Ouais, c'est pas, pareil, pas hein. comparable, etc. Mais moi, limite, je préfère les premiers enregistrements de Phil Spector que Alors, les cette derniers. technique mur de son, quand on l'écoute à l'heure actuelle, c'est compliqué, hein, je trouve. Mais il faudrait retrouver un vieux jukebox ou une vieille radio et voir Mais ce que je ça donne pense dessus. que Tu c'est vois. aussi le côté... On est dans une époque où on ne met pas beaucoup de reverb, d'écho, etc. Moins De moins en qu'avant. moins, ouais. Moins qu'avant. Ouais, Beaucoup on a de moins plus en qu'avant. plus des trucs crus. Et Ouais. ça, c'est à cause de la vague très amatoriale avec des gens qui connaissent pas et qui du coup font les choses. Ah, je suis pas sûr qu'on a commencé ici. C'était déjà un peu comme ça, hein. Ouais. On était déjà sortis. Alors oui, les grosses reverbs, ça c'est mort Ouais, depuis, c'est depuis mort. très très longtemps. Ouais. Mais je veux dire, maintenant on en met on a vraiment de la musique de plus en plus crue avec moins en moins de mixage, etc. Moi, je pense que c'est notamment dû au fait qu'il y a beaucoup de choses professionnelles, enfin qui deviennent professionnelles, mais qui ne sont pas à la base et qui du coup ont pas les codes de ce qu'on avait avant, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Après, je me trompe peut-être, quoi. Ouais, peut-être. Mais donc, du coup, bah, ça rend le truc pas actuel, quoi. Enfin, tu vois, le côté Ouais, il y a baigné dans C'est baigné dans dans le l'écho, reverb. quoi, et dans la Totalement baigné reverb, dans le tout ça. reverb. Mais je crois qu'en fait, ce qu'il cherchait, c'est qu'à l'époque, sur les systèmes, il y a une question, un truc très, à la fois très unifié et un peu plus profond aussi. Parce que si t'as pas de reverb du tout sur les anciens systèmes, ça sonne vraiment très très cru par contre. Vu qu'il y a les fréquences qui passent, les hautes fréquences, tu les oublies carrément, les C'est un basses peu comme, fréquences, c'est un tu peu les comme oublies si on pas. compressait pas maintenant, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est un peu ça en fait. Ouais. C'est un peu ça. Et donc je pense qu'il a vraiment poussé la reverb pour avoir plus de profondeur que les autres et en même temps un côté plus unifié et plus rempli au niveau du Ouais, parce spectre que, sonore Du utilisable. coup, c'est quoi. le master qui passait dans la reverb ou c'est chaque piste qui passait dans la reverb? Alors je sais pas comment il procédait exactement, mais je pense qu'il passait le master dans une echo chamber. En tout cas, moi c'est ce que je ferais si j'étais à sa place, parce que ça va beaucoup plus vite en fait. Hein. Ouais, Ou alors je passerais groupe par groupe. Tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. D'abord la batterie, puis la voix, puis enfin voilà. De toute façon, il faut rappeler qu'à l'époque, je ils fais avaient que 8 pistes ou 16 pistes quand ils étaient. Ouais, c'est ça. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il remergeait tout sur vu que c'était à bande, il refaisait tout sur une seule bande et il faisait par groupe quoi. Donc Ouais, t'avais c'est ça. une bande de batterie, t'avais une bande de basse, une bande de guitare, une bande de voix, une bande de back, c'est voilà quoi. D'ailleurs, je dégraisse encore, mais j'ai vu le multipiste de Bohemian Rhapsody une fois dans ma vie. On a analysé un peu et c'est hallucinant comme il y a 3000 pistes et tout sur 16 pistes, quoi. Ouais, il y a pas que ces pistes. Et il y a clairement. même des petits effets. Alors, et franchement, c'est des effets que j'avais jamais. Maintenant, je n'entends que ça quand je écoute Bohemian Rhapsody. Mais il y a des petits effets, style presque du synthé, quoi. Enfin, une espèce de petites clochettes comme ça à un moment dans la chanson. Ou deux, je sais plus. Et ça, maintenant, chaque fois que je l'entends ce truc-là. Et ça, c'était sur une piste de guitare, tu vois. Enfin, plein de trucs comme ça, quoi. Les chœurs, un truc Il de mettait dingue, là où il y avait de la place, quoi. ouais, c'est ça. Et alors, oh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de parler, mais je reparle encore de Bohemian Rhapsody, mais les prises brutes sont terriblement sales, en fait, et pas bien coupées. Et là, on voit qu'ils ont joué beaucoup avec les bandes. À l'époque, ils ont même tuné parfois la voix de Freddie Mercury, Ouais, juste en accélérant une note ou enfin, un truc ou quoi. Ah, c'est hallucinant, les trucs qu'ils faisaient à l'époque. Mais du coup, quand on entend les voix brutes, t'entends des petits artefacts, des trucs comme ça, quoi. Ah oui, carrément. Ouais.
En fait, de nouveau, c'était la technologie de l'époque. Ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix que de faire comme ça, en fait. C'est-à-dire que, bon, la bande, c'est ce que c'est. Quand tu rates un truc, tu es obligé de couper dedans et de la recoller. C'est ultra chiant. Ouais. Les micros, ils étaient D'où le dégueulasses. système des assistants. Ils étaient obligés, en fait. Ah ouais, ouais. C'est vrai que beaucoup d'assistants à l'époque faisaient ça. Ils coupaient et ils recollaient la bande. C'était terrible. Moi, franchement, j'aurais tellement pas voulu faire ça. Ça a l'air tellement chiant. Vraiment, tu cherches le bon endroit. Si tu te rates, tu fais quoi exactement? C'est terrible. Enfin, c'est horrible. Alors, moi, j'ai connu les bandes dans l'autre studio où je travaillais avant. Et je peux te dire que c'était ultra chiant. Déjà, quand tu décidais de refaire une prise, tu es obligé d'en effacer une autre la plupart du temps. Ouais, bah, et tu vas être sûr qu'il était capable ouais, c'est ça, de faire mieux. Hein. Ouais. Et alors, j'ai passé une fois mon temps à faire du montage comme on fait de nos jours, du montage voix, mot par mot, tu vois, mais avec des DR8, je sais pas si tu vois ce que c'est les DR8. Donc, c'est des enregistrements sur disque dur à l'époque, mais où tu n'as pas d'ordinateur. Tu vas écouter à la seconde près. Ok. Alors, j'écoutais, je sais plus combien de pistes de voix j'avais, et j'allais écouter à la seconde près quelle prise était la meilleure. Je les recollais sur une 5e piste, il y en avait 4. Enfin, un truc, mais ça m'a pris 3 jours pour faire un titre, quoi. En fait, un truc qu'on ferait plus de nos jours, quoi. Ouais, bah. Enfin, si, on le ferait, mais de façon tellement plus simple. Bah oui, maintenant, avec les dos, c'est tellement beaucoup plus facile. Je crois que si on devait toujours faire ça, il y aurait beaucoup moins de gens qui s'intéresseraient au monde de la musique, à mon avis, parce que c'est vraiment très. C'est chronophage déjà. Ouais. Et c'est chiant, en fait. C'est juste t'as pas envie, quoi. Voilà. Ouais, en même temps, je sais pas, moi, j'avais la fougue du jeune adulte, je sais pas. Et Bah, limite, il faut être passionné par ça. Tu vois, par moi, exemple, je l'aurais fait. Le montage voix, que je te dis sur le DR8, ça ne se faisait même pas au studio où je faisais. C'est moi qui ai pris l'initiative de le faire. Ah ouais, ok. Tu vois, et après, ils étaient tous bouche bée par le résultat. Mais en même temps, moi, j'avais l'habitude de faire ça sur mon ordinateur, tu vois, carrément. en coupant, en collant le truc, quoi. C'était tellement plus simple. Bah, de ouf. Ouais. De ouf. Enfin bon, bref. Et donc, moi, quand j'ai ouvert ici, je voulais absolument un système avec de l'édition, quoi. Donc, on voit que maintenant, ils le font tous. Ouais, mais c'était un vieux studio. Hein, en tout cas, très content que tu aies choisi de prendre un ordinateur et pas une machine à bande. Hein. Vraiment. Mais il y a des studios qui misent encore là-dessus. Hein. Bah, beaucoup les studios de mastering, parce qu'en fait, ils font juste passer le master dedans pour avoir le son de la bande. Mais, non, mais dans notre région ici, il y avait un studio qui, jusqu'à pas si longtemps, j'ai plus entendu vraiment parler, donc peut-être ils ont arrêté. Mais ça se fait toujours, hein, mais c'est devenu plus ils enregistrent tout sur bande encore. C'est devenu très très rare. Il y a notamment les Blood Red Shoes, c'est un petit groupe anglais qui est pas très très connu, mais ça fait 2 albums là, ils enregistrent vraiment sur bande. Genre vraiment, ils enregistrent sur bande, quoi. Ah, mais... Et les Foo Fighters font ça aussi. Ma première cliente ici est Yves Barrault. C'est devenu maintenant sa façon de fonctionner. C'est devenu un peu sa touche. Sa touche. Ils retournent dans des vieux studios, enregistrer tous les musiciens ensemble, comme à l'époque. Ouais, c'est ça. Sur bande, avec du matériel de l'époque, quoi. L'époque et tout ça. Mm-hmm. Mais je pense que voilà, là, ça devient une direction artistique, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah oui, c'est un choix maintenant, en fait, de faire ça, et donc forcément, c'est un choix artistique, quoi. Ils le faisaient bien à l'époque, pourquoi pas encore le faire maintenant? C'est possible. Maintenant, ça t'oblige à faire des choix radicaux, quoi. Ah oui, parce qu'une fois que tu as fait ça, tu peux toujours recommencer, mais tu es obligé de tout recommencer, quoi. C'est pas que t'as le matériel d'origine que tu peux réutiliser pour faire autre chose. Là, c'est avec la qualité de l'époque, et tu dois faire avec la qualité de l'époque, quoi. Voilà. Donc c'est un choix assez drastique, en effet. Bon, je sais pas, est-ce que on rajoute autre chose? Et donc, que tu pensais de Phil Spector quand même, parce qu'on en a pas beaucoup parlé en vrai. C'est vraiment un taré, hein. Ouais. On va quand même le dire. En fait, on a commencé le podcast sur Phil Spector, on a fait tout sauf parler de Phil Spector. Donc voilà, bon écoute. Je pense que c'est cool, hein. Il faudra quand même que tu intitules ça le Phil mur Spector de son et le reste. Ouais, c'est ça. On parle du mur de son et d'un tas d'autres choses. Voilà, de plein de trucs, voilà. C'est le podcast le moins construit de ceux qu'on ait fait. Ah oui, celui-là, il y a vraiment eu aucune ligne, hein. Vraiment, on est parti. Bon, écoute, c'est pas plus mal, hein. J'espère que ça vous intéressera, vous qui écoutez le podcast. Je pense qu'on a dit des trucs intéressants quand même. Mais en fait, on a dit plein de trucs intéressants, limite plus intéressants que la vie de Phil Spector. Voilà. Mais si vous avez aimé, que vous êtes toujours là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça on saura. Hein. Voilà. Limite, on en fera d'autres. Dites-nous si vous avez aimé nos anecdotes de studio là. Voilà. La prochaine fois, on fera sur, je sais pas moi, le comparatif de 5 frigos. Voilà. Moi, j'aime bien le Samsung. L'AEG est quand même vachement mieux.
Bon, sur ce, on va en rester là. Eh ben, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.